Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du package TD Models pour R. Voilà. Alors, bon, essayons de resituer les choses. Toujours, voilà, j'essaye de faire de la veille technologique. Je regarde, voilà, je regarde les outils, je regarde les différents frameworks, je regarde qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je regarde surtout qu'est-ce que je peux utiliser pour mes enseignements. Voilà, je fais des TD avec mes étudiants et je veux que les étudiants soient placés dans les meilleures conditions possibles. C'est toujours ça. Et dans ce cadre de placer dans les meilleures conditions possibles, il y a le choix d'outils à faire explorer par les étudiants. Voilà. Alors, bon, tout le monde le sait, hein, j'ai beaucoup exploré R, voilà, tout le monde le sait également, j'ai beaucoup exploré Python. Hein. Voilà, dans mon environnement, il y a une vingtaine d'années, un peu moins, quand j'ai commencé à explorer R, j'étais quasiment le seul, hein, voilà. Et pareil, dans mon environnement également, je sais pas ailleurs, hein. En tout cas, dans mon environnement, il y a une dizaine d'années, un peu moins quand même, voilà, ben, j'étais le premier à explorer Python, voilà, parce que je suis très appétent à ça. Voilà. Moi, mon langage n'a jamais changé. Je cherche à déterminer l'outil le plus adapté par rapport à ce que je veux faire, en fonction des circonstances, en fonction des objectifs, en fonction de l'environnement dans lequel je me situe. Voilà, c'est ça le plus important. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes étudiants. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes étudiants. Alors justement, les débats irrépitants, je ne rentrerai jamais là-dedans. C'est généralement enfin, le débat en lui-même, il est foireux dès le départ. C'est comme si on se posait la question, c'est qui le meilleur? C'est Ronaldo ou Messi? Ou bien c'est qui le meilleur? Le GOAT, comme on dit, hein, le GOAT. Voilà. Est-ce que c'est Djokovic, Federer ou Nadal? Tu sais, genre de discussion, ça mène pas bien loin en réalité. Et pareil pour R et Python. Généralement, quand on discute, on ne sait pas de quoi on discute. Est-ce qu'on discute du langage lui-même, voilà, de la syntaxe? Est-ce qu'on parle de la technologie? Est-ce qu'on parle de l'interpréteur? Les deux maintenant font du just-in-time enfin, font de la compilation à la volée. Est-ce qu'on parle des packages? Voilà, c'est un autre aspect très important également, la disponibilité des packages. Alors justement, sur ce plan, il y a quand même des choses à dire. Voilà, j'essaie d'être objectif, hein. Moi, je pense que l'un des facteurs de succès de Python, c'est justement scikit-learn, le paquet scikit-learn. Pourquoi? Mais il y en a d'autres, bien sûr, hein. Je dis pas que sous Python, il y a que scikit-learn. J'ai jamais dit ça, hein, on est bien d'accord. Quand même, je trouve que scikit-learn est pas mal parce qu'il y a une vraie cohérence d'utilisation. Il y a un vrai cadre, voilà, et on a une démarche qui est très lisible d'utilisation du package. Voilà. Ça, je trouve pas mal. Un des bémols qu'on pourrait avoir sous R, mais encore une fois, je mets des guillemets, oh mon Dieu, triple, quadruple, cinq, quintuple guillemets. Un des bémols qu'on pourrait avoir sous R, c'est la multitude des packages. Alors, c'est à la fois un avantage, voilà, mais c'est aussi un inconvénient parce que pour des tâches similaires, par exemple la classification supervisée, le classement, on a différents packages qui ont des modes opératoires différents. Et bon, nous, on s'adapte. Quand on a une certaine expertise, au bout d'un moment, on arrive à s'adapter. Mais pour des étudiants qui arrivent dans un domaine, qui comprennent déjà, qui ont du mal à voir la théorie, et en même temps veulent utiliser d'outils, ils sont perdus. Ils sont totalement perdus parce que avec un package, on fait d'une manière, avec un autre package, on fait d'une autre manière. Et là, on perd les étudiants avec ça. C'est clair et net. C'est là que l'on a un TD ou mais comment qu'on fait déjà? Tu vois, ce genre de trucs. Ils sont à l'autre bout de la salle, toi, t'es à l'autre bout de la salle. Comment qu'on fait déjà, monsieur? Tiens, oui, bah oui, bah oui. Voilà. Alors, il y a quand même des remèdes à ça. Et justement, parmi les remèdes que je trouve intéressants, c'est les meta-packages. Voilà. Comme TD Models. Justement, TD Models est un meta-package. C'est un package qui inclut une série de packages qui permet d'utiliser différents algorithmes de machine learning qui sont développés eux-mêmes dans différents packages. Voilà. Qui ont des expressions différentes, mais ramenés dans TD Models, ils ont le même mode opératoire. Et ça, je trouve intéressant. Alors l'idée n'est pas nouvelle, hein. On avait cette idée-là il y a quelques années déjà avec Carré. Hein, voilà. Là, j'avais étudié Carré en son temps, hein. 2018, c'était il y a 5 ans déjà. On est en 2023, là, vous avez bien vu, hein. Là, en 2018, j'avais vu Carré. Et le gros intérêt de Carré, c'est que on avait une expression unifiée de l'utilisation des algorithmes, voilà, même si ces algorithmes-là provenaient de packages différents. Hein, voilà. Donc on pouvait trouver ça, et j'avais montré les différentes manières de le faire, hein, sous différentes approches, voilà, les différentes manières, voilà, avec les différents algorithmes, comparaison de modèles, ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est très bien, sur carré, hein, voilà, et on voyait justement ces différents algos là. Là, je suis sur la doc de carré, hein, voilà, introduction, carré paquet par max, qu'une.
un acteur important hein, dans l'univers de R, justement. On va en reparler tout à l'heure. Et parmi les algos disponibles, justement, dans Carré, on avait les différents modèles qui sont là. Hein. Donc, on peut chercher ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc, ces packages-là sont situés dans des librairies différentes. On est d'accord, hein, là, FastaBoost, voilà, ainsi de suite. Mais ramenés dans Carré, ils ont on peut les utiliser de la même manière. Et c'est lui qui se débrouille en sous-main pour faire les adaptations. Ça, c'est pas mal. Alors, Carré existe pour R, voilà, mais il existe aussi sur Python. Hein, moi-même, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein, voilà. Hop là, je vais arrêter, sinon ça va le lancer. Hop là. Voilà. On a bien ici. Hein, Carré aussi peut fonctionner sous R. Sous Python, excusez-moi. Sous Python, on le voit bien ici. Très bien. Ok. Alors, cette même idée-là, en fait, on peut l'avoir avec TD Models. C'est bien l'idée qui est ici. Hein. TD Models, c'est là. Voilà. TD Models, c'est là. Et dans TD Models, déjà, il y a une collection de packages qui permettent de mettre en place la démarche machine learning. Voilà, on a différents, on va en parler, hein, Recipes, Parencyp, Airsample, Yardstick, voilà, on différents, voilà. Et autre élément important également, donc on a aussi la documentation qui est ici. Autre élément important également, on a un livre en ligne, qui permet de voir à peu près les idées. Voilà, qui est écrit par le même Max Kuhn d'ailleurs, hein, on est d'accord là-dessus. Et justement, on a une série d'algos. On a une série d'algos hein, qui sont dans Parentype, qui lui-même est dans TD Models, voilà, qui est associé à TD Models, voilà, et on a des séries d'algos qui sont là. Par exemple, si je veux faire une tâche de classification, ben voilà, voilà, on a tous les algos disponibles. Je vais valider peut-être, voilà, on a tous les algos qui font de la classification qui sont disponibles. Voilà. Si je veux faire une autre tâche, ben voilà, ben j'enlève de nouveau, ainsi de suite. Par exemple, je veux faire de la logistique régression. Logistique, voilà. Reg, boum. Voilà, on a tous les... Et on voit que le moteur en dessous, il est situé dans des paquets, dans des librairies différentes. Hein. Par exemple, la régression logistique, on l'a dans LibLinear, on l'a dans Brûlé, J, ainsi de suite. Voilà. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler TD Models? Parce que l'univers TD est très connu. Hein, vous connaissez tous TDverse, avec aussi une collection de packages très intéressants. Hein. Les aficionados de R, les fans de R, voilà, sont très appétents à ces différents comme Dipler, voilà, comme ggplot2, ainsi de suite. Voilà. Bon, moi je vais pas m'attarder là-dessus, mais je sais qu'il y a une communauté qui est très très attentive à ces outils-là parce qu'ils pensent que ça améliore donc leur productivité. Effectivement, à juste titre, quand on maîtrise, on peut faire des choses de manière très rapide, des choses qui paraissent très compliquées avec ces outils-là. Voilà. Alors, je reviens à TD Models et je vais me placer dans un cadre très simple. Je vais me placer dans un cadre très simple, c'est l'apprentissage supervisé. Voilà, donc on est dans un cadre super simple mais déjà, on va essayer de voir justement si dans ce cadre très simple-là, bah, l'utilisation TD Models a un avantage. C'est ça l'intérêt. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un échantillon de données, apprentissage, test, voilà, on les a scindés. Voilà. Ensuite, sur la partie apprentissage, on crée un modèle prédictif. Là, on va utiliser Brûlé, le package Brûlé, hein, donc le moteur de calcul de Brûlé, qui lui-même est basé sur Torch. Torch, tout le monde connaît. Ceux qui font du deep learning connaissent en tous les cas. Sinon, vous allez sur Internet, vous tapez Torch, tout simplement. Hein, vous tombez sur la page Wikipédia. Hein. Elle est là, la page Wikipédia. Hein. Voilà. C'est une librairie open source, en fait, qui implémente des algorithmes de machine learning, dont des algorithmes de deep learning. On voit bien ici. Hein, voilà. Donc, on peut faire du deep learning sous R. On est d'accord là-dessus. Donc, je reviens à mon affaire. Donc, je vais utiliser Brûlé, hein, qui est basé sur Torch. Brûlé, c'est un package R. Voilà. Et je vais lancer une régression logistique. Alors, en réalité, comme c'est des algos de deep learning derrière, pour faire la régression logistique, ils utilisent un perceptron simple, simplement. Donc, c'est bien un perceptron par réseau de neurones qu'il y a en dessous. Et un perceptron simple, c'est l'équivalent d'une régression logistique. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a enfin, ça paraît tout à fait lisible. Voilà. Très bien. Et voilà, une fois que j'ai les coefficients, parce que ça reste une régression logistique, donc forcément il y a des coefficients quelque part, voilà, j'applique le modèle sur la partie test pour évaluer les performances. Donc je vais me placer dans ce cadre très simple-là, voilà, pour voir est-ce qu'on a un avantage à utiliser justement ce package TD Model. C'est ça l'idée. Alors bien sûr, j'ai regardé justement, quand j'en ai entendu parler, j'ai vu plusieurs personnes qui disent ouais, TD Model c'est génial, moi je veux bien. Voilà, bah, j'ai regardé, et bien sûr, ce que je vais regarder sur YouTube. Et quand je vais sur YouTube, bah,
Il y en a plein, hein, des vidéos sur TD Model. J'ai fait des recherches, mais déjà, très grande majorité en anglais. En français, il y en a vraiment très peu. Et c'est des vidéos faites par des personnes qui sont déjà expertes et on s'y perd. On s'y perd parce qu'ils font des choses extraordinaires, ça c'est aucun doute là-dessus, mais dans des cadres que nous on n'arrive pas à situer. Voilà. Donc quand ils font des conférences entre eux, entre experts, ils se parlent et se comprennent très bien, si vous voulez, hein, voilà. Mais nous, bah, néophytes, en tout cas sur ces outils-là, bah moi j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre, donc j'ai regardé quand même. Je peux vous dire quand même que j'ai bien regardé, mais franchement, j'arrivais pas à trouver quelque chose de simple, lisible, reproductible simplement, et qu'on arrive à bien comprendre les différentes étapes des démarches. Donc je me suis dit, ça manque. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus pour que mes étudiants puissent en profiter par la suite. C'est ça l'idée, tout simplement. Allons-y alors. Ah non, c'était là, hein, TD Models. Donc ce livre-là, je vous le conseille, hein, vous le trouverez là. De toute manière, vous allez sur le site de TD Models et vous avez les liens pour arriver sur le fameux livre-là, qui est bon. Il est intéressant parce qu'il vous donne les différents repères. C'est ça qui est important. Il faut regarder en détail tout simplement, hein. Moi, j'ai beaucoup regardé en tous les cas. Alors, dans ce cas, dans cette vidéo-ci, je vais utiliser une base ultra connue, c'est la prédiction des cellules bénignes ou malignes. Voilà. Donc les modalités cibles, il y en a deux, bénigne, la première par ordre alphabétique, et malignante, la deuxième par ordre alphabétique. Cette, cette précision est importante parce qu'on verra que quand on va paramétrer l'outil, on va avoir à lui dire un moment ou un autre. Voilà, très bien. On va dire que la modalité positive, la modalité cible, pour nous, c'est malignante. On veut détecter les cellules malignes. Voilà, les cellules malignes. Bien. Alors les variables cibles, elles sont là. C'est des variables en fait qui ont été normalisées entre 1 et 10. On ne sait pas très bien si c'est discrétisé ou c'est normalisé, mais en tout cas, les valeurs varient tous entre 1 et 10. Voilà, on a tous les mêmes échelles là, du coup, hein, voilà, et les valeurs varient entre 1 et 10. Donc déjà, la standardisation ne s'impose pas, hein, voilà. Ça également, c'est un élément important parce que on va avoir à se poser la question par la suite. Trêve de bavardage, on va commencer. Alors allons-y, donc comme d'habitude, hein, voilà, j'ai préparé le notebook et on va le lancer ensemble. Donc, première chose, déjà, je lance Tidyverse qui me permet notamment de lire les fichiers Excel via Read Excel. On est d'accord là-dessus. Donc, on voit en fait que ces packages-là sont des méta-packages. Ils incluent aussi différents packages. Oui, méta-packages, justement. Voilà. Donc, on le voit ici. Dans Tidyverse, il y a Depler, Forecast, ggplot2, Lubridate, ReadR, ainsi de suite. Très bien. OK. Bon, pour la manipulation de données, hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est TD Models. On va le charger également. Et on voit également qu'il y a une série de packages. On voit une série de packages. On voit bien, hein, Boom, Dials, Parentsip. Nous, typiquement, principalement, on va utiliser Parentsip, Recipes. On va en parler de Recipes. On va utiliser AirSample pour la validation croisée. Et on va utiliser aussi les workflows. Et enfin, les outils d'évaluation. Bon, ça, bon, ça m'embête toujours un peu parce que on peut rentrer les commandes sans comprendre d'où vient enfin quel package est associé à la commande. Ça, c'est voilà, parce que je vois souvent, j'ai vu les différents tutoriels, c'est ce que font la plupart des personnes, c'est qu'ils tapent des commandes, mais je sais pas de quel package il vient. Donc, un des efforts que j'ai fait dans cette vidéo aussi, justement, c'est qu'à chaque fois que je tape une commande, je rentre une commande, je regarde quel est le package associé. Donc, on ait bien une bonne visibilité. Mais bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc TD Models, en fait, c'est un package en lui-même, et il associe également une galaxie de packages. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on comprend bien ici. Ouais, d'accord. Très bien. Je charge les données et j'affiche les informations. Voilà, donc voilà, on a bien les variables explicatives qui sont là, les descripteurs, les variables prédictives, et on a la variable cible pour l'instant qui est prise sous l'angle de caractère, un vecteur de caractère. Donc je vais modifier cette classe-là en un factor, hein, voilà, pour qu'il sache bien que c'est une variable qualitative. Très bien. Donc c'est ce que je fais ici, en utilisant la formalisme Depler, hein, on s'amuse, hein. Sur le fait par aussi, c'est pareil, hein, ça marche bien aussi. Mais bon, pourquoi pas? Puisque je suis dans l'univers TD, autant quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Je m'adapte. Très bien, donc qu'est-ce qui se passe? Je mutate, je vais changer la classe, je le mets en factor et je le remets dans classe. Voilà, et je regarde, je fais un summary, et on voit bien que quand je fais le summary, il a bien compris les variables quantitatives, et la variable classe, maintenant, il a bien su que c'était un factor. Sinon, il aurait mis notre information ici, en disant que c'est un vecteur caractère. D'accord. Alors,
Justement, en faisant la partition apprentissage test, j'utilise Titiverse, mais en fait, dans Titiverse, donc le package dédié pour la manipulation des échantillons, c'est RSample, qui est là. Bien vu, hein. Donc, j'initialise le générateur de nombres aléatoires, voilà, et je fais un split avec une proportion de 0,7 pour la partie apprentissage, du coup, et je fais un tirage stratifié. Donc, la proportion des bélignes et des malignantes sont les mêmes dans les deux sous-échantillons. Alors bon, on n'aura pas exactement le même parce que c'est pas divisible, hein, mais bon, en tous les cas, c'est bien l'idée. Il faut qu'il soit le plus proche possible. Donc, je lance ici, et en fait, il fait pas l'opération tout de suite, hein. Il fait pas l'opération tout de suite. Ce qu'il fait, c'est qu'il prépare le terrain. Donc, quand je veux vraiment générer les sous-échantillons, voilà, je le fais avec la commande training et la commande testing. Voilà. Toujours de RSample, hein. Donc RSample fait partie, est un package qui fait partie de la galaxie TD Models, hein. C'est important ça. Donc je lance, très bien, voilà. Nickel. Une fois que c'est fait ça, alors, bah, une fois que c'est fait ça, voilà, je vérifie, hein, les distributions des classes dans les sous-échantillons. Donc je le fais d'une certaine manière ici avec un groupe by pour la partie échantillon d'apprentissage, et pour la partie échantillon test, j'utilise un count. Pourquoi pas, hein, voilà. Je m'amuse, hein, je m'amuse à utiliser des pleurs, mais bien, on voit bien, en tous les cas, j'aurais pu utiliser les mêmes commandes ici, on est d'accord, hein, c'était juste pour m'amuser. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'on voit bien que la proportion des classes est respectée, hein. Les proportions des classes sont bien respectées à l'intérieur des deux sous-échantillons. Un chouïa après, parce qu'on n'a pas des valeurs divisibles, enfin, on a fait 70%, donc du coup, c'était pas divisible exactement, mais bon. Très bien, c'est là que ça devient intéressant. Déjà, comme c'est un meta package qui peut donc implémenter des algos qui proviennent d'autres packages, je me dis quels sont les moteurs de calcul, les algorithmes disponibles pour la régression logistique. Voilà la question. Donc c'est ce que je fais là. Boum. Il me dit si tu veux faire de la régression logistique, voilà, tu peux utiliser comme moteur de calcul GLM, GLMNet, LibLinear, Spark, on est d'accord, hein, Keras, on est d'accord également, Stan ou Brûlé. Alors pour le coup, brûlé, je connaissais pas, hein, je connaissais absolument pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va essayer de voir. Mais si je veux avoir des informations plus étendues, déjà vous avez vu, hein, que les moteurs de calcul sont dans Parsnip cette fois-ci, hein. Parsnip qui fait partie de la galaxie TD Models. On est d'accord. Je dis, je veux avoir plus de détails, hein. Donc montre-moi les informations sur ces différents modèles. Et voilà. Donc tous ces algos-là, voilà, sont faits pour la classification, hein. Et on peut avoir les différentes informations possibles, hein, sur ces différents aspects-là. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est là. C'est que donc, selon le package sous-jacent qu'on va utiliser, on a, pour le même algo censé faire la régression logistique, on a différents paramétrages possibles. C'est ça qui est important. Dans GLMNet, il y a une pénalité, voilà, qui est lambda, ah bon, et il y a une mixture qui est alpha. C'est à nous de voir la doc pour le coup. C'est ça, hein, je dis tout le temps aux étudiants, utilisez les packages que vous voulez, mais n'utilisez pas sans savoir. Voilà, c'est vraiment très important. Et là, on le voit ici. Jean Element, voilà les paramètres. Dans le linéaire, on est sur un autre aspect cette fois-ci. On a une pénalité cost et tout ça. Dans Spark, on a d'autres choses également. Élastique. On comprend à peu près, hein, pénalité, on comprend à peu près. Mixture, on parle d'élasticnet, voilà. Et brûler, justement, ce que j'ai vu ici, c'est il y a un nombreux paramètres. Voilà. Allons voir ce qu'il y a dans brûler, justement. Allons voir ce qu'il y a dans brûler, justement. C'est ce qu'on voit ici. Donc, dans Parsnip, on est d'accord, hein, on a la liste des algos. Voilà. Et parmi celui que j'ai utilisé parmi les disponibles pour la régression logistique, j'ai regardé brûler. Alors, brûler, voilà, déjà, il dit, voilà, il est basé sur Torch. Et il permet de faire beaucoup de choses, dont la régression linéaire, la régression logistique, la régression multinomiale et les réseaux de neurones. Voilà, très bien, basé sur Torch. D'accord. Alors du coup, je suis allé voir sur le cran, hein, qu'est-ce qu'on dit sur Brûlé. Donc je suis allé voir sur Brûlé qui est là. Et une fois que j'ai vu ça, donc Torch, n'oublions pas, hein, vous avez ici la documentation, enfin, une description de Torch, mais sinon vous allez en ligne, hein, voilà. On a la documentation qui est là. Je suis allé voir ici. Et une fois que je suis allé voir ici, j'ai regardé les différentes manières de voir les choses avec les différents paramètres et j'ai lu la doc. J'ai lu la doc.
On est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans Entity Models, je peux utiliser différents moteurs de calcul. Ces différents moteurs de calcul sont basés sur différents algorithmes qui sont paramétrés de différentes manières. Voilà. Et nous, voilà, c'est à nous de lire la doc. C'est à nous de lire la doc. Les étudiants, là, je leur parle, hein, lisez toujours la doc pour comprendre exactement ce qu'il est en train de faire pour vous. La pire des choses serait d'utiliser sans savoir. Moi, j'ai choisi Brûlé ici, qui est basé sur Torch, et donc je vous conseille d'aller voir ce qui est dit ici sur Brûlé. Voilà, ainsi de suite. Et ensuite, vous allez sur le GitHub, vous allez ainsi de suite et regardez en détail qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, une fois que c'est fait ça, donc je vais choisir pour ma régression logistique, je vais instancier un modèle, voilà, qui est basé sur Brûlé, et l'idée est de faire une classification supervisée. Alors là, pour le coup, c'était superflu, parce que Brûlé ne sait faire que de la classification supervisée. C'est ce qu'ils avaient mis ici, on est d'accord, hein. Voilà. Mais bon, précisons bien les choses, comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Donc voilà. Donc à cette étape-là, j'ai choisi le moteur de calcul. J'aurais pu utiliser d'autres moteurs de calcul. Voilà. Et tout simplement, je modifie tout simplement la partie qui est là. On est d'accord là-dessus. Donc, différents modèles de calcul qui ont des paramètres différents, qui ont leurs propres paramètres, on peut les mettre dans un cadre commun et les utiliser de la même manière par la suite. Alors, si on veut manipuler des paramètres spécifiques, on peut le mettre, hein. Ceux de brûler, par exemple, si j'avais voulu utiliser telle valeur de mixture ou telle valeur de penalty, j'aurais pu le spécifier. On est d'accord là-dessus. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est ça, hein, c'est que je ramène dans un cadre commun différents algorithmes qui proviennent de différents packages. Voilà. Tout simplement, avant de lancer les calculs, je vais choisir le bon algorithme. Très bien. Alors, cet algorithme-là, je vais le mettre dans un workflow. En fait, un workflow, c'est comme un pipeline en réalité, qui permet d'empiler des séries d'opérations, hein, qui permet d'empiler des séries d'opérations. C'est ça l'idée. Donc, dans mon workflow, je vais rentrer ici le moteur de calcul que j'ai instancié ici au-dessus, là. Voilà. Et ensuite, je vais définir la formule. Si par exemple, là, c'était pas le cas, parce que pourquoi? Parce que les descripteurs sont sur les mêmes unités. Les valeurs vont tous de 1 à 10 sur chacune des variables. Mais admettons que j'ai besoin de faire de la standardisation. Hein, par exemple, j'ai besoin de faire de la centrale réduction. À ce moment-là, j'aurais pu rajouter dans mon workflow le moteur de calcul. Ensuite, je rajoute l'algorithme de standardisation, de centrale réduction, et ensuite, je rajoute la formule via Recip. Alors, Recip, il est là. Là, parce que je commence à m'embrouiller, hein, tellement il est où Recip là? Tac, tac, tac. Pré-processing, il est là. Recip est là, et donc l'idée, c'est que ça permet d'insérer dans un pipeline, un workflow. Du coup, un workflow est un autre package, hein. Bon, ça c'est Yardstick. Workflow, c'est là, hein. Un pipeline, ça permet de définir un pipeline, donc une séquence d'instructions, hein, une séquence d'opérations. Et dans cette séquence d'opérations, on peut introduire un recipe qui permet de faire du pré-processing. Voilà. Donc cela, il explique ici, hein, séquence sur feature engineering. Donc si j'avais voulu faire du centrage réduction, je l'aurais mis dans le workflow ici, et j'aurais mis un recipe ici, juste entre les deux là. Voilà. Bien, donc c'est bien. Donc l'idée de workflow est très intéressante ici, parce que ça permet de définir des séquences d'opérations qui s'appliquent sur les données de manière automatique et qu'on peut faire reproduire sur l'échantillon test. On le fait sur le train pour créer la simulation de modèle et on peut l'appliquer sur l'échantillon test. C'est ça qui est important, Didier. Voilà. Là aussi, lisez la doc. Lisez la doc. Moi, j'ai voulu faire un récip avec la standardisation, mais je me suis rendu compte que du coup, mon tuto était moins lisible. C'est pour ça que je l'ai pas fait ici et que j'ai choisi une base. Justement, on n'avait pas besoin de faire ça. Mais si vous avez une base où les variables ne sont pas exprimées sur les mêmes unités, sur les mêmes échelles, là, la standardisation me paraît plutôt indiquée. Et à ce moment-là, vous rajoutez un récip ici. Regardez bien, hein, on est bien dans TD Models, mais dans l'univers TD Models, cette fois-ci, c'est le package Workflow qu'on utilise. Oui, d'accord, hein. Alors, quand on définissait les algos, c'est Parsnip qu'on utilisait. Chut,
Ça, c'est bon, on peut toujours discuter. J'ai eu du mal parce que dans la plupart des tutos, ils ne mettent pas les noms des packages, ils mettent directement la commande. Mais du coup, je sais plus d'où vient la commande en réalité. Cet engine là, il est dans TD Models lui-même ou il est dans un sous-package TD Models? Voilà. C'est pour ça que j'ai fait exprès de le faire ici. Voilà. Mais en vrai, comme il les charge et qu'il les attache tous en mémoire, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Voilà. Mais en termes de lisibilité, moi, ça me pose problème. Pareil, quand je veux définir un workflow, là également, il faut comprendre exactement ce qu'on est en train de manipuler. Donc moi, je mets le nom du package pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on est en train de manipuler. Alors, donc, j'ai défini le workflow, hein, ça y est, il est défini ici. Et donc, je peux lancer le processus d'apprentissage sur mes données d'apprentissage. C'est ce que je fais ici. Alors, je passe que les données. Pourquoi? Parce que dans le workflow, j'ai défini la formule. On est d'accord. Comme j'ai défini la formule, j'ai plus besoin de le remettre ici, hein. Il le sait déjà dans le workflow, hein. Il le sait déjà dans le workflow que la variable cible, c'est classe et que les autres sont les prédictives. Donc, on n'a pas besoin de spécifier ici. Donc, ce processus-là, je l'applique sur le fit, hein. Je lance le fit sur le processus et les données. Voilà. Boum, je lance les calculs. C'est un peu long, hein, voilà. C'est un algorithme de deep learning, un réseau de neurones, en fait. Voilà. Et il me donne des informations ici. Voilà. Donc, vous avez les différentes informations, le nombre d'échantillons qui est utilisé, voilà, les différentes informations, ainsi de suite. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment il a procédé, il faut lire la doc. Il faut lire la doc qui est là. On est d'accord là-dessus et aller sur les liens qui sont là. On est d'accord, hein, voilà. Mais bon, c'est un perceptron simple qu'il a fait. Voilà. Alors, il y a un modèle, je veux avoir les coefficients. J'ai fait une régression logistique. Voilà, je suis censé avoir fait une régression logistique. Donc forcément, je dois avoir les coefficients de l'équation logit. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on peut accéder au modèle? Parce que dans le workflow, il y a des empilements d'éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle lui-même, en fait, et les coefficients du modèle pour l'interprétation, justement. Voilà. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais extraire le modèle. Vous avez vu, hein, extract fit parentsip. Voilà, le modèle lui-même qui vient du package parentsip, hein, qui a été introduit à travers le package parentsip. Même s'il vient de brûler, les différents algos, voilà, sont ce qu'ils sont. Ils sont introduits dans le workflow via parentsip. Donc, c'est ce qui se passe ici. Il vous dit les classes, voilà, le modèle. Et il y a un paramètre, il y a un champ qui m'intéresse, c'est le fit, le modèle fité, hein, le modèle qui a été entraîné, si vous voulez. Donc, je vais accéder ici, voilà, et il me dit, oui, c'est une régression logistique de brûlé. Du coup, je vais voir les attributs, hein, voilà, hein, donc j'extrais le modèle, voilà. Dans ce modèle-là, il y a le modèle entraîné, qui est là. Et ensuite, donc, je vais voir les attributs. Je regarde la classe pour être sûr, hein, c'est bien une régression logistique de brûlé, du package brûlé. Je vais voir ses propriétés et notamment, bah, je vois des choses comme la loss, par exemple, hein, la fonction de perte lors de l'entraînement du modèle. Donc, j'affiche la loss, voilà, et on a la distribution. On a bien différence. On a vu que dès la deuxième itération, c'était bon. En réalité, il a continué jusqu'à la septième pour être gentil, mais c'est la deuxième, ça suffisait largement, en réalité. Et du coup, je dois avoir des coefficients. Donc, je vais sur les estimates cette fois-ci, hein, que j'ai vu ici, hein. Là, je me suis pas lu chez la doc, vous pouvez pas imaginer, hein. Il m'a fallu chercher un peu là pour le coup, hein. Déjà, loge, bon, ça se lit, ça. Mais estimate, ça se lit aussi, mais il fallait regarder en détail. Donc, je vais sur l'estimate, voilà, et excusez-moi, on a les coefficients à chacune des étapes. Bah oui, 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 pour calculer, oui, bien sûr. Voilà. Donc, je peux prendre la dernière, par exemple, hein. Je prends la septième, voilà, et j'affiche, et voilà les coefficients. Alors, on n'a pas les coefficients de l'équation logit. Bah oui, parce qu'en fait, il dit qu'il a fait une régression logistique, mais en réalité, il a fait un perceptron. Et la variable cible a deux modalités. Donc, il y a deux neurones dans la couche de sortie, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a deux jeux de coefficients avec deux intercepts. Voilà. C'est ce qu'on a ici. Là également, si on comprend pas ça, ben on se perd en conjecture là. Je dis mais attends, mais une équation logique, il y a qu'une seule équation logit, hein. Du coup, pourquoi on a deux jeux de coefficients? Bah oui, parce qu'en fait, il passe par un perceptron et il met deux neurones dans la couche de sortie, donc on a deux jeux de coefficients en réalité. Voilà. Mais bon, très bien. Et on les a bien ici. Et bien ici, hein. Voilà, voilà. Donc, si on veut interpréter, ben, voilà, créer l'équation score, simplement à partir de ça, hein. Qu'est-ce qu'il a dit là, l'équation score? On a vu ça en cours.
On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Et à partir de là, on a les signes et les valeurs de coefficients qui permettent de voir les différents rôles des variables et puis le sens de la causalité entre les descripteurs et la variable cible. On est d'accord là-dessus. Deuxième étape maintenant. Donc, ça y est. Voilà. On va appliquer le modèle sur l'échantillon test et on va mesurer les performances. Toujours schéma classique, hein. Voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, alors, ce qui est très important, donc je fais le modèle appris, voilà, je fais predict, et je vais avoir des séries d'informations, et je vais rajouter à ces séries d'informations les classes observées sur l'échantillon test. Hein, je veux obtenir cet aspect-là. Donc, il y a différents éléments comme la prédiction qui sont calculés, et moi, la cible, là, je vais la rajouter pour pouvoir faire les croisements entre la prédiction et la variable rajoutée, et la variable cible sur l'échantillon test. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. Et on voit, j'ai fait la prédiction et j'ai rajouté, band calls, hein, voilà, la variable classe, true class, je l'ai appelée. Donc là, on a la prédiction sur l'échantillon test et là, on a les classes observées. On a bien ces deux éléments-là. Bon, ils sont pas dans le même ordre ici en l'occurrence, hein. Voilà, la prédiction est sur la colonne de gauche et la vraie classe est sur la colonne de droite. Et bon, c'est bien l'idée ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire alors? Je vais créer la matrice de confusion. Mais la matrice de confusion, il est dans un autre package qui est associé à l'univers TD Models. Yardstick cette fois-ci. Bon, Yardstick, hein, elle est décrite là, cette fois-ci. Hein. Donc il y a un package, voilà. Alors encore une fois, hein, on n'est pas obligé de se préciser ici. Mais moi, j'aime pas ça. On peut mettre confmat directement et comme il les a tous attachés, il va les reconnaître automatiquement. Mais là, pour le coup, ça m'ennuie encore une fois. C'est pour ça que moi, je préfère mettre exactement le package associé pour qu'on sache exactement ce qu'on est en train de manipuler. C'est ça qui est important. Donc, c'est ce que je fais ici. Alors, il est transposé par rapport à notre habitude. C'est-à-dire que les prédictions sont en ligne et les vraies classes observées sont en colonne. Bon, pourquoi pas, hein, très bien. Et pour nous, la modalité cible, c'est malignante. On veut détecter les cellules qui sont malignes. Donc, je lui demande de préparer les métriques, l'accuracy, le rappel, la précision et la F-mesure. Voilà. Donc, voilà, on a bien ces différents éléments-là hein, qui sont préparés. Et j'applique ces mesures-là, mes mesures que j'ai préparées qui proviennent du Yardstick, je les appliquées sur la confrontation des classes observées avec les classes prédites. Et, très important, j'ai dit que la modalité cible, c'est la seconde par ordre alphabétique. Voilà. Ouh, ça également, je m'en suis vu hein, pour comprendre cette idée-là. Donc, dans les classes, on avait deux modalités sur la variable cible. Il y en a bénigne et malignante. Et par ordre alphabétique, malignante est en deuxième position. Donc, pour dire que c'est malignante la modalité cible, parce qu'il en a besoin pour calculer le rappel, la précision et la F-mesure. Et donc, c'est ici que je spécifie. Event seconde. Voilà. Donc, je lance maintenant et j'ai les différentes valeurs. Alors, vous dites, c'est quoi l'intérêt alors? Parce que finalement, c'est quand même beaucoup d'embrouilles, des choses qu'on peut faire très simplement. Le gros intérêt, c'est que toutes ces tâches-là sont intégrées dans un framework normalisé, à la manière de Carré, à la manière de Carré pour R et pour Python, et à la manière de scikit-learn, par exemple. On a un framework totalement normalisé. Et par exemple, si je veux utiliser un autre moteur de calcul, c'est le même principe ici, je change que là, tout simplement. C'est pas mal, ça, hein. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, j'ai la possibilité d'utiliser la même vision tout le temps, voilà. Sauf que après, je peux utiliser des variantes avec les moteurs de calcul. Mais la même vision reste cohérente. Voilà. Alors, parmi les différents éléments que je demande souvent à mes étudiants, je leur dis échantillon d'apprentissage test, c'est bien, mais attention, sur un petit échantillon, c'est pas bon, ça. Hein, on est d'accord là-dessus. On se pénalise une première fois parce qu'on a moins d'individus pour l'apprentissage, et on se pénalise une deuxième fois parce que l'échantillon test est minuscule. Donc, ça marche pas. Donc, je leur dis souvent, la bonne tactique, c'est de passer par, notamment, les techniques de rééchantillonnage, soit le bootstrap, voilà, qui est moins connu, soit la validation croisée. Je me suis posé la question, est-ce que je peux mettre en œuvre facilement la validation croisée dans TD Models? Donc, c'est ce que je vois ici. Bah, voilà. Il faut aller voir dans RSample, qui s'occupe justement de la gestion des échantillonnages. Hein. Vous l'avez ici dans la doc également. Hein. RSample, il est où? Il est là. Voilà. Donc, il prouve, hein, on est d'accord. Donc là, également, il faut lire la doc, tout simplement. Hein.
Mais encore une fois, on peut appeler directement le vfold CV sans mettre le nom du package devant, hein. Et comme Titi Models a été chargé en attachant une série de packages, il le retrouve automatiquement. Mais encore une fois, moi, j'aime pas ça du tout. Moi, j'ai besoin de comprendre ce que je manipule. Donc, c'est pour ça que je mets explicitement le nom du package ici. Voilà. Donc, il prépare les échantillons pour la validation croisée en les divisant en fold. Donc là, je dis, mais on est 10 volts. Mais là, déjà, il y a un souci. L'échantillon, là, rappelez-vous, il fait 699 observations. C'est écrit quelque part là. Je divise en 10. C'est pas divisible par 10. Donc, dans certains folds, il y aura plus ou moins d'individus. On est d'accord là-dessus. J'en parle pourquoi? Parce que TD Models AirSample va faire des choses un peu discutables quand même. Voilà, mais c'est à nous de savoir ça. C'est à nous de le vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, mon workflow, sans rien modifier, hein, mon workflow, je l'applique avec PyTraceSample. Voilà. Et je vais sauvegarder les prédictions dans les folds. On verra pourquoi je fais ça. C'est pas nécessaire en vrai, hein, mais je vais le faire quand même parce que il y a un vrai intérêt à le faire pour le coup. Eh bien, sur les portions qui ont été créées ici, les vfold CV, vous avez vu les différentes portions là. Eh bien, donc c'est un peu long parce que il fait la validation croisée en 10 portions, hein, donc il divise en 10, il fait sur 9 dixièmes, puis il fait tourner, on est d'accord là-dessus. Donc ça prend un peu de temps, mais ça y est, c'est fait. J'affiche les résultats, il n'est pas très lisible, hein. Donc on va demander de collecter les métriques tout simplement. Les métriques, on avait vu, hein, c'était différentes métriques. On va voir ce qu'il propose. Par défaut, j'ai pas spécifié ici, je n'ai pas spécifié mes mesures là. On est bien d'accord, hein. Très bien. Alors, pour collecter les métriques, on est dans un autre package qui est encore dans la Galaxy TD Models, c'est Workflow 7. Voilà. Je lance et il me donne automatiquement, voilà, l'accuracy et l'AUC de la courbe ROC, l'air sous la courbe, hein, de la courbe ROC. Très bien. Alors, le modèle est bon, mais bon, on sait très bien que la base presque conserve-Gaussienne est très facile à apprendre, hein. Alors, l'accuracy, là, je commence à avoir un doute, vous voyez. Quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, ah, j'ai 699 individus. J'ai divisé par 10. Voilà. C'est pas divisible, hein. Donc, du coup, dans certains folds, il y a plus ou moins d'individus. Et là, qu'est-ce que c'est que cette moyenne-là? C'est une moyenne pondérée, une moyenne non pondérée, là? En soi, c'est pas faux. C'est pas si faux que ça. On est d'accord, s'il fait une moyenne non pondérée, alors que les effectifs ne sont pas les mêmes, c'est pas totalement faux en réalité, parce que ça veut dire qu'il donne la même importance aux différents folds. Mais bon, il faut savoir, il faut le dire, il faut comprendre. C'est ça le plus important en réalité. Et bon, là, moi, quand je vois ça, là, wow, 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 je commence à me poser problème. Si j'avais introduit mes mesures, par exemple, si j'avais introduit mes mesures ici, voilà, et que j'avais fait un collect matrix en rajoutant mes mesures, par exemple la F mesure, il aurait fait d'un coup une moyenne non pondérée des F mesures. Là, 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 ça va pas le faire, là. On est bien d'accord là-dessus, hein. Une moyenne pondérée de mesures, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a vu, hein, il y a différentes méthodes d'agrégation, hein. Voilà, on avait vu micro-average, weighted, on a vu également macro et tout ça. Mais une moyenne non pondérée de F mesures, là, je suis extrêmement réservé vis-à-vis de ça. Donc, déjà, j'ai vérifié si la moyenne de l'accuracy était pondérée ou non pondérée. En fait, j'ai trouvé, j'ai vu, et j'ai trouvé, j'ai vu qu'en fait, c'est une moyenne non pondérée. Bon, ça change à la cinquième décimale des résultats. Mais bon, on va pas s'énerver là-dessus, hein. Il suffit de calculer un intervalle de confiance, on est bien dans les clous, là. Mais quand même, c'est important de le savoir. Qui fait une moyenne non pondérée, du coup, le résultat n'est pas le même que si on faisait une moyenne pondérée, hein. Il fait une moyenne non pondérée, et du coup, on n'a pas les mêmes résultats s'il faisait une moyenne pondérée. Très bien. Alors bon, c'est pas non plus, ça va pas beaucoup changer, hein. Vous allez voir que ça change qu'à la cinquième décimale. Mais il faut comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a calculé directement ici les métriques, très bien, notamment l'accuracy. Voilà. Je me suis dit, est-ce que je peux récupérer les prédictions? C'est ce que j'avais demandé ici, hein. Voilà, pour avoir les colonnes des prédictions dans les folds. C'est ce que j'ai fait ici. Vous avez vu, hein? Voilà, vous avez ici les prédictions, voilà, qu'il a faites, voilà, dans les folds, et les classes observées dans les folds. Donc, premier élément, voilà, je me suis dit, comptabilisons les effectifs dans les folds. On ne devrait pas avoir les mêmes d'un fold à l'autre, hein, un chouïa après, hein, parce que 699 n'est pas divisible par 10. Voilà. Effectivement, la très grande majorité des folds, il y a 49 individus, mais dans les deux derniers folds, il y en a 48.
Donc, on fait une moyenne non pondérée, hein, c'est obérer cette information-là. Et donc, ne pas prendre en compte cette information-là. On est d'accord là-dessus. C'est faire l'hypothèse qu'on a exactement les mêmes effectifs ici. Or, c'est pas vrai. Du coup, je me suis basé sur les prédictions, voilà, les différentes prédictions pour créer une matrice de confusion, voilà, virtuelle, à partir des prédictions dans les folds et des classes observées dans les folds. C'est ce que je fais ici. Et sur la base de cette matrice de confusion-là, je recalcule les métriques avec mes mesures cette fois-ci. Donc l'accuracy, mais aussi rappel, précision et F-mesure. Voilà. Et on a des valeurs qui sont là, qui, elles, sont des valeurs correctes cette fois-ci. Ça, on a les valeurs correctes. Alors, si on regarde la moyenne pondérée et la moyenne non pondérée de l'accuracy, hein, ça rentre pas là, c'est 8. Alors, je vais mettre la valeur ici, 0.96, 10, 656, ça c'était la valeur. Et si on prend la moyenne non pondérée, elle est là, c'est différent à la 5e décimale. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais bon, c'est à nous de savoir ça. Ça, c'est le genre de choses. Ça, quand je demande à mes étudiants de faire des projets, et quand ils font des projets, généralement, je demande de faire, je fais une soutenance systématiquement. Dans mes projets, je fais toujours une soutenance parce que moi, quand je regarde les projets de mes étudiants, je comprends des choses. Des fois, je comprends pas tout, peut-être, hein, ou j'ai pas la bonne visibilité. Et en soutenance, les étudiants ont l'occasion de parler et de défendre leur travail. Et moi aussi, j'arrive avec ma flopée de questions. Ah, mes étudiants connaissent très bien ça. Hein. Voilà. Et ça fait partie des questions que je pose systématiquement. Ils utilisent un package que je connais pas. Ça me dérange pas. En revanche, quand je pose des questions sur comment le package a fait ci, ça ou ça, il faut absolument que l'étudiant ait la réponse. Sinon, ça va pas. Ça veut dire qu'il a utilisé sans savoir. Et ça, c'est juste impossible. C'est peut-être en master 2, c'est pas possible. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc oui, vous pouvez utiliser des packages si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, il faut absolument que vous ayez une bonne visibilité sur ce que fait réellement le package. Voilà. Bien. Tout ça pour dire que, effectivement, modèle, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça permet de ramener dans un cadre commun, donc l'utilisation des algorithmes d'origine différente. Et du coup, la trame de fonctionnement globale, elle est la même, et les moteurs de calcul peuvent être de différentes sources. Et on a vu que ces sources-là sont relativement riches quand même, hein, relativement riches. Hein. On avait vu, hein, notamment, on peut avoir, voilà, voilà. Ils peuvent venir de libres linéaires pour la régression logistique, hein, mais si je fais globalement ici, hein, regardez, voilà, différents moteurs de calcul qui sont accessibles ici dans différents packages, rules, model time, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que ça vous affranchit d'adapter votre code systématiquement parce que vous êtes passé d'un package à l'autre. Voilà. Ça permet d'avoir un code cohérent et lisible. C'est ça l'intérêt de la faire. Allez, excellent travail à tous.